délivre enfin sa nouvelle production et si vous êtes un fan de la série Life is Strange, vous deviez être comme des fous à l'attendre depuis son annonce. Enfin, moi c'était le cas en tout cas. Ce studio français fait partie du top tiers des développeurs mondiaux selon moi en ce qui concerne l'écriture et la narration. Après le bouleversant Banishers en 2024, un très bon jeu d'action-aventure, les Parisiens reviennent à une formule qu'ils maîtrisent sur le bout des doigts en se concentrant sur l'histoire qu'ils veulent raconter. Et, spoiler alerte, elle est terriblement prenante. Tout se déroula lors de cet été 1995. Oh là. Et... action. Swan est une ado introvertie. Elle vit dans sa bulle, un peu comme si elle marchait à côté de la route de la vie que tout le monde emprunte sans même y penser. Complexée par son apparence, elle se réfugie dans sa passion pour les films, les livres et bien sûr Potiron, son adorable petit bidou. Eh oui, moi je l'appelais Potiron, mais vous ferez bien comme vous voulez. Mon chat. Oui. Oh oui, je t'aime. Elle vit dans un petit bled du Michigan nommé Velvet Cove. C'est mort, il s'y passe rien. Elle se rend dans la matinée du 2 juillet à son vidéoclub favori pour y rendre une VHS. Oui, une VHS, vous voyez sûrement. Ces grandes cassettes noires à bande magnétique que l'on insère dans un appareil préhistorique dénommé magnétoscope. Il faut que je le Non revoie celui-là. Ok, bon, image d'archive pour les plus jeunes. Alors que Swan ramène à regret The Dark Crystal qu'elle aurait aimé revoir 3 ou 4 fois de plus, Movie Palace. elle s'apprête à vivre 3 coups de foudre simultanés. 3 filles de son âge, 16 ans, radicalement différentes, mais pourtant puissamment attirées les unes par les autres. Chacune a une personnalité bien marquée. Chacune enrichit les 3 autres par son vécu, ses attentes et ses angoisses. Elles vont tout simplement vivre le meilleur été de leur vie. Et pourtant, ce sera le dernier. Un événement tragique les a violemment percutées, au point qu'elles se sont jurées à la fin de cet été 1995 de ne plus jamais se revoir. Bon, pour les plus inquiets, détendez-vous, je ne vais rien spoiler. Tout ce que je vous ai raconté jusqu'ici, vous le découvrez dans les 10 premières minutes du jeu. Et c'est d'ailleurs 27 ans après ce fameux été que vous démarrez l'aventure. Les développeurs vous proposent de vivre l'été des 4 lycéennes par le prisme de leurs propres souvenirs lors d'une soirée initiée par Automne, après qu'elles aient passé quasiment 3 décennies sans se voir. Un mystérieux colis va tout remettre en question, et elles vont devoir se remémorer pourquoi elles se sont fait cette promesse insensée il y a près de 30 ans. Ce sera l'occasion pour vous d'alterner entre les deux époques en incarnant Swan. Comme le faisait déjà Life is Strange à l'époque, l'emphase est mise sur les dialogues et la psychologie des personnages. Pour effectuer des choix qui vont modeler vos relations avec les autres filles, cela sert non seulement à la narration, mais également l'immersion de manière brillante, je trouve. Vous pouvez interagir avec l'environnement, avec pas mal d'éléments, mais cela sert essentiellement à rendre l'univers crédible et à ancrer un peu plus Swan dans cette histoire. Si Maxine usait de son appareil photo à la moindre occasion dans Life is Strange, ici c'est le caméscope qui est mis à l'honneur. Avec cassette mini-DV, les sauvegardes sur VHS à faire en temps réel, bref, la totale, bienvenue dans les années 90. Et les développeurs ont trouvé le moyen de rendre son usage vraiment immersif. On peut dégainer notre caméra à n'importe quel moment et s'amuser à filmer tout ce qui nous paraît amusant, poétique J'ai l'impression d'être une voyeuse là. ou même étrange. Quoi ce bordel? Il y a un système de mémoire qui consiste à filmer plusieurs éléments d'une même thématique pour les valider, comme des oiseaux, des paysages, ou même des événements particuliers qui se déroulent pendant l'aventure. Et en plus de renforcer le côté contemplatif, je trouve que ça implique encore un peu plus le joueur dans la passion de Swan, puisque l'on peut éditer et composer ces montages avec les clips que l'on a nous-mêmes filmés, en choisissant leur ordre, ou même en les remplaçant si on a filmé des plans plus intéressants par la suite. Et cette caméra n'est pas qu'un gimmick destiné à divertir le joueur.
Elle a une vraie fonction narrative puisque ce sera l'occasion à plusieurs reprises de faire passer Swan au premier plan narratif, en la présentant comme une réalisatrice en herbe qui aura la lourde tâche de filmer les plans parfaits pour mettre en valeur leur groupe Bloom and Rage. Le rythme entre les séquences dans le présent et le passé est bien équilibré, et on dévore littéralement cette première partie. Pour ma part, je l'ai binge-watché en une nuit, je trouve que la narration est prenante, les personnages sont authentiques, ils ont des aspérités, ça fonctionne vraiment très bien. En finalité, cette Tape 1 sert essentiellement à poser l'histoire et ses enjeux, on n'y apprend pas grand chose, mais elle finit quand même sur un cliffhanger très bien amené et vraiment percutant. On laisse défiler les crédits de fin un peu songeurs, imaginant ce qui va pouvoir se passer dans la deuxième partie, qui elle est prévue pour sortir le 15 avril. Je retrouve vraiment tout le savoir-faire de Dontnod dans ce Lost Records, et même s'il ne m'a pas tiré de larmes comme ont su le faire Life is Strange 1 et 2, ou encore Banishers l'année dernière, je sais que la Tape 2 risque de taper fort sur le côté émotionnel, surtout vu le final de cet épisode. Ce n'est pas vraiment un test puisque le jeu est divisé en deux parties, mais je peux quand même vous dire que le jeu souffre de quelques petits problèmes techniques. Le mixage audio par exemple manque de travail. On a des voix au volume dissonant sans que ce ne soit justifié par la spatialisation. Parfois on a également aussi la musique qui couvre les dialogues, et comme ce n'est pas constant, on ne peut pas simplement corriger la différence dans les options audio. D'ailleurs, en parlant de musique, j'en profite pour préciser que la bande son est quand même juste excellente. Goût perso évidemment, mais sur moi ça marche à fond. Sinon, autre petit point de friction, le framerate qui n'est pas très stable. On a régulièrement des drops qui peuvent un peu agacer, même si ça dure jamais longtemps. Et enfin, j'ai rencontré plusieurs problèmes de texture pop-in, comme on dit dans le jargon. C'est généralement le moteur du jeu qui peine à charger des textures un peu lourdes, et cela crée un délai entre l'apparition des modèles 3D et de certaines textures d'habillage. C'est assez marginal, mais c'est quand même bon de le préciser. Mais ces quelques bémols ne m'ont pas du tout gâché le plaisir. Et le must, c'est que le jeu est dispo depuis le premier jour dans le Game Catalog de PlayStation, à partir de la version Extra. Alors, si vous achetez la cassette 1, la 2 sera bien évidemment offerte, mais je dois vous avouer que je ne sais pas ce qu'il en est si l'on a obtenu le jeu via le PS Plus. Je me dis que mettre le jeu dispo Day One dans le PS Plus, c'est un bon moyen de faire découvrir le jeu à un maximum de personnes pour ensuite essayer de vendre quelques exemplaires grâce à la Tape 2 qui va sortir mi-avril. Ce qui serait compréhensible. Mais bon, à voir. Je vous tiendrai au courant dès que j'en sais plus. Enfin voilà, la suite dans 2 mois. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça a pu vous donner un aperçu de ce que le titre a à offrir. Et si jamais vous l'avez déjà fait ou que vous comptez le faire, faites-moi vos retours dans les commentaires, vraiment j'adore discuter avec vous. En attendant, je vous fais des bisous, portez-vous bien et on se retrouve bientôt sur la chaîne. Bye.